Bonjour et bienvenue à la partie avec notre invité, une invitée très spéciale cette semaine, une ancienne du Lightning, donc on a ce lien-là commun avec le Lightning, une pionnière dans son milieu. Manon, comment ça va? Ça va bien. Manon, premièrement, là, on te connaît très bien ici au Québec avec toute ton histoire. On est honoré de t'avoir à Max et Bruno. Mais explique-moi un peu, t'es où présentement? Puis c'est quoi tes projets? Dans quoi tu t'es embarqué? Oui, j'habite au Michigan, puis je travaille pour le club mineur de hockey des Red Wings de Détroit qui s'appelle Little Caesar. Donc, je m'occupe du côté des filles, les 19 ans et moins, 16 ans et moins, 14 ans et moins, 12 ans et moins. Puis c'est moi qui s'occupe de trouver les entraîneurs, le programme, puis je coach les plus jeunes, les 12 ans et moins. Wow, donc tu es sur la glace avec les 12 ans et moins, tu t'occupes de toute la structure du hockey là-bas féminin. Pour avoir eu cet emploi-là, tu t'es inspiré un petit peu de où? C'est qui t'aide pour former tout ce programme-là? Bien, Darren Elliott, il y a une couple d'années, il travaillait justement pour les Red Wings avant d'aller à Las Vegas. Puis son gars jouait avec mon gars dans la même équipe. Puis il m'a parlé, j'aimerais ça reconstruire mon programme d'hockey féminin ici. C'est tous des pères qui coachent, puis les gens, ils pensent pas au programme, ils pensent juste à leur équipe personnellement. Serais-tu intéressé? Puis moi, ça m'intéressait, c'était un bon projet parce que je voulais changer aussi. Mes gars, ils jouent ici dans le 3A. Puis je voulais changer un peu l'approche du hockey mineur. C'est tellement, des fois, si tu regardes la façon que les coachent ou les parents agissent dans les estrades, puis c'est pas, ils essaient pas de développer des joueurs, ils essaient de gagner à tout prix. On aurait besoin de toi aussi au Québec, je pense. Est-ce que tu veux revenir ici, s'il vous plaît? Bien, justement, on est dans une société de performance, là. C'est pas évident d'être l'entraîneur et de penser au développement. Fait que c'est quoi ta mentalité là-dessus de regarder les filles, de dire, OK, on va vous développer quand tu dois avoir cette pression-là de performer? Bien, moi, j'avertis les parents au début, c'est qu'on va le faire, on va performer, mais on va le faire de la bonne façon. On va développer les joueurs, on va leur donner des bonnes qualités, des outils pour vraiment être capable de performer. On ne performera pas au début de l'année, c'est certain, mais vers la fin de l'année, vous allez voir le changement. On va avoir la rondelle sur notre palette 80 à 85 du temps à cause de la façon qu'on va leur demander de jouer au début de l'année. Puis, on va gagner des parties, mais on va avoir gagné des parties de la bonne façon en développant les jeunes joueurs. Bien, Bruno me parlait un petit peu de ça, que justement, tu préconisais avoir la possession de la rondelle. Et ça ne doit pas être facile au départ, en début de saison, parce que toi, tu es contre ça. Bruno me dit, tu es contre vraiment, on appelle domper la rondelle ou faire du placement de rondelle. Tu veux avoir le contrôle de la rondelle. Comment tu fais pour instaurer ça, Manon? Au début de l'année, GOP, on a un règlement. On n'a pas le droit de tirer la rondelle. Fait que lorsque tu as la rondelle sur ta palette, c'est soit que tu fais une passe ou tu la gardes, tu essaies de déjouer un joueur. Au début, c'est difficile. Les 2-3 fois qu'ils sont sur la glace, qui ont la rondelle, qui sont dans le trouble, ils se débarrassent de la rondelle, puis là, ils reviennent sur le banc, puis je leur avertis. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de correct? Puis ils me regardent, puis ils disent, ben j'ai tiré la rondelle. La prochaine fois, ils l'essayent encore. Puis après 3 ou 4 fois, lorsqu'ils sont dans une situation où ils ont le goût de tirer la rondelle, des fois, je les vois me regarder sur le banc. Puis là, ils savent qu'ils n'ont pas le droit, ils gardent la rondelle, ils la perdent. Mais lorsqu'ils reviennent sur le banc, je suis tellement contente d'eux autres. Là, ils commencent à comprendre que c'est correct de perdre la rondelle. C'est mieux de perdre la rondelle et de la garder que de m'en débarrasser. C'est vraiment de voir le changement des joueurs après 1 mois, 2 mois, les choses que les filles sont capables de faire avec la rondelle, c'est extraordinaire. Puis je regarde ce que USA Hockey a fait en changeant les règlements, qu'on n'a pas le droit de dégager la rondelle lorsque tu as une punition. C'était pour justement inciter les jeunes à garder la rondelle sur leur palette. Puis c'est ce qu'on faisait, nous autres. Fait que lorsqu'ils ont commencé ce règlement-là, moi, j'ai adoré ça. Ça marchait avec tout ce qu'on faisait. J'aurais pas été très bon dans ton système de jeu, je peux te confirmer. Ou peut-être que tu aurais développé ces habiletés-là avec la rondelle. Peut-être, mais moi, c'était ma grande force, me débarrasser de la rondelle, Bruno. Tu le faisais bien, Max. Je le faisais très bien. Merci. Bien, Manon, je veux savoir, ça n'a pas dû être facile au début d'instaurer ça les premières fois. Ça a été quoi la réaction des jeunes, des parents? Et est-ce que le fait d'être Manon Rhéaume, ça l'a aidé justement à calmer et à laisser tout le monde être patient de regarder les résultats? Le fait que je coach les 12 ans, ça l'a aidé aussi. Parce qu'à 12 ans, lorsque tu n'as pas joué 3A, c'est ta première expérience 3A. Je pense que les gens, ils pensent, oh, c'est comme ça qu'on joue quand on joue dans le 3A. Donc, ça a été plus facile pour moi d'approcher les parents et les joueurs.
Après ça, les parents, après une couple d'années, lorsqu'ils commencent à voir les joueurs de d'autres équipes seulement se débarrasser de la rondelle, ils peuvent pas croire comment que c'est plate à regarder une équipe qui se débarrasse de la rondelle. Puis c'est tellement intéressant. On a fait ça jusqu'à l'âge... Moi, le groupe que j'ai commencé sont maintenant... Ils jouent dans les 16 ans et moins. Puis l'an passé, ils sont arrivés contre une équipe qu'il n'y avait pas la chance de rentrer dans la zone. Puis l'entraîneur lui a dit, bien, des fois, une équipe comme ça va falloir domper la rondelle dans le fond de la zone. Puis les joueurs étaient tellement habitués à ne pas se débarrasser de la rondelle. Il n'y avait pas d'instinct de domper la rondelle. Il y avait peur de se débarrasser de la rondelle. C'était vraiment intéressant. Mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre à se débarrasser de la rondelle que de garder la rondelle sur leur palette. Ça, c'est certain. Je te comprends. Je te comprends très bien, mais ça crée des bonnes habitudes. En même temps, on n'a pas le choix de se fier à ses instincts d'habileté. Ça instaure des habiletés offensives, de confiance avec la rondelle. Et tu l'as mentionné, c'est beaucoup plus facile s'en débarrasser, la chipper, que de la contrôler, Bruno. J'ai une question pour toi. Non? Côté développement, là, parce que là, tu coaches des équipes de filles seulement. Si on retourne à ta carrière de joueur pour toi, tu as joué la plupart de ta carrière, je crois, dans les équipes mixtes ou de garçons, pardon. Côté développement, c'est quoi la différence pour ces jeunes filles-là qui jouent seulement contre des filles, comparativement à toi qui as joué avec des garçons? Ben moi, dans mon temps, j'avais pas le choix. Il n'y avait pas de filles qui jouaient. J'étais la seule fille qui jouait avec les gars. Fait que si je voulais jouer au hockey, il fallait que je joue avec les gars. Aujourd'hui, souvent, les parents me posent la question. Il y a beaucoup de filles qui viennent d'une équipe de gars lorsqu'ils viennent dans mon programme. Ils sont pas sûrs de les amener tout de suite avec les filles, de garder plus longtemps avec les garçons. Moi, je leur dis toujours que c'est une bonne idée de venir avec les filles s'il y a d'autres filles qui sont aussi fortes, qui peuvent jouer avec eux autres. Parce que lorsque tu joues avec les filles, les joueurs évaluent de la même façon lorsque les filles jouent avec les garçons. Souvent, un des gars peut dire « Oh, je veux pas passer à la fille, je vais regarder la puck ». Ou les entraîneurs, même, je sais pas pourquoi, mais souvent, les entraîneurs mettent les filles à la défense puis leur disent « Vous avez pas le droit de monter la rondelle, il faut que vous faites des passes puis protéger le gardien de but ». Je pense que la plupart de mes filles qui viennent d'équipes de gars sont des joueurs défenseurs, puis ils n'ont pas le droit de monter la rondelle. Donc, lorsqu'ils viennent dans mon équipe, comme tous les autres joueurs, je leur permets de monter la rondelle. Je veux qu'ils montent la rondelle puis qu'ils développent leur côté offensif. C'est beaucoup plus facile. Puis même d'être dans le vestiaire, la camaraderie dans le vestiaire, c'est tellement important. C'est une chose que les jeunes filles ne peuvent pas avoir avec les garçons, surtout lorsque tu arrives à l'âge de 11-12 ans, ça change beaucoup, là. J'aimerais savoir, parce que tu as pris le programme féminin en charge. Là, tu es avec les filles de 12 ans et tu as mentionné que les premières que tu étais l'entraîneur sont rendues à 16 ans. Dis-moi la définition pour toi de succès d'un entraîneur avec ces jeunes filles-là. C'est quoi le succès comme entraîneur? Tu dis, j'ai fait mon travail. Oui, notre équipe de 16 ans, on a environ 7 joueurs présentement qui ont un scholarship pour Division 1 au collège américain. Puis lorsque l'équipe va avoir tout fini leur année 16 ans, on va avoir environ 13 joueuses qui vont jouer Division 1. Donc, c'est vraiment un nombre là, extrême. La plupart des équipes, des bonnes équipes, vont peut-être avoir 3 joueurs qui vont jouer au collège. On va en avoir 13 dans cette équipe-là. Donc, pour moi, c'est le succès. C'est pas nécessairement cette année, ils n'ont pas perdu une game encore. C'est pas le fait qu'ils n'ont pas perdu une game, c'est plus le fait que les collèges les regardent, puis c'est la façon qu'ils veulent que leurs joueuses jouent. Puis souvent, le monde nous demande, qu'est-ce que vous faites avec votre organisation pour avoir tellement de joueurs qui sont patients, qui sont créatifs, qui gardent la rondelle sur leur palette. Puis on part à rire à tous les fois parce qu'on dit, on a un règlement seulement, on leur demande de ne pas tirer la rondelle. Puis ils ont développé ça au cours des années. Oui. Après ça, pour eux, le futur, c'est ça. Ils vont se développer, ils vont aller dans la Division 1, dans la NCAA. Côté hockey féminin en général, c'est certain qu'il y a les Olympiques, les matchs de hockey Canada, États-Unis et tous les autres pays, les matchs internationaux. Pour toi, là, on regarde ce qui se passe avec les Nathalie Spooner, les filles dans le hockey féminin. Ça serait quoi le hockey féminin parfait après l'école pour eux?
C'est d'avoir une ligue professionnelle où que la Ligue nationale serait derrière la ligue professionnelle, que les équipes de la Ligue nationale seraient derrière les équipes de femmes professionnelles. Je pense que c'est le seul moyen, un peu comme le NBA et le WNBA, où ils travaillent ensemble, d'avoir une ligue qui marche très bien, puis avoir les joueuses de d'autres pays comme la Finlande, la Suède qui viennent jouer ici, ça aiderait leur pays à être plus compétitif justement aux Olympiques ou aux championnats mondiaux. Est-ce que tu sens que c'est dans la bonne direction présentement? Je sais qu'il y a eu le boycott de plusieurs joueuses cette année qui ont sacrifié une saison pour essayer d'ouvrir cette conversation-là. Est-ce que tu sens qu'il y a des pas qui se font dans la bonne direction? Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans un futur rapproché? Oui, je pense que c'est un des... Le timeline, c'est vraiment là, après les prochaines Olympiques là, que les gens se préparent. Tu regardes un des sponsors qui ont eu Secret avec $1 million autour, là, le Gap Tour qu'ils appellent. Là. Donc, il commence à avoir justement beaucoup de sponsors qui sont intéressés à être attachés à des équipes féminines. Puis je pense que la Ligue nationale, on regarde aussi de ce côté-là. Moi, je me dis, là, après les prochaines Olympiques, on va sûrement voir quelque chose avec le support de la Ligue nationale. Et moi, c'est un des points que j'ai entendu à quelques reprises, c'est d'amener cette ligue professionnelle-là de hockey. Il y en a beaucoup qui parlent de la qualité du hockey sur la glace. J'ai été voir le Gap Tour. Puis j'ai été voir Nathalie Spooner qui était à Battle of the Blades avec nous autres. Puis j'étais avec Andrew Pogé, son partenaire, pendant le show. Puis je suis allé voir le Gap Tour. Puis tu sais, je m'en vais là dans une arena, pas trop d'attente. J'ai tellement été impressionné. J'ai été impressionné par le talent. J'ai été impressionné par la vitesse. Puis j'ai été dépassé par l'intensité qu'il y avait sur la glace. Et les filles se lançaient devant les lancers, le cœur, l'intensité. Le spectacle était incroyable. Il y a juste ça, je le dis, tu as mentionné le Gap Tour, puis je pense qu'il y a bien des filles qui sont en train présentement là, de s'unir pour amener ça dans la bonne direction. Puis j'ai adoré regarder puis pour ça. ajouter, Bruno, j'ai été voir, j'ai eu la chance d'aller au Match des Étoiles à Saint-Louis lors de la dernière saison. Et wow, c'était extraordinaire la qualité, parce que les filles ont compétitionné, ont fait du 3 contre 3 là-bas. Et pour vrai, j'ai eu plus de plaisir à regarder les filles qui faisaient 3 contre 3 que le concours d'habileté des hommes. Donc, vraiment, là, c'était... Et ça s'en vient. C'est certain qu'à l'entour de Montréal, ça serait extraordinaire d'avoir une équipe de hockey féminin que le Canadien endosse. Donc, on le souhaite. On le souhaite. Mais j'aimerais ça bifurquer un peu sur ta carrière. Puis c'est sûr qu'avec le Lightning, on connaît ça. On connaît avec Phil Esposito qui t'amène avec le Lightning, tout ce que tu as vécu là. Parle-moi un petit peu de ton cheminement mental. Est-ce que tu étais quelqu'un qui réalisait ce qui se passait étape par étape ou tu as réalisé beaucoup plus tard tout ce que ça l'a fait comme vague, ton match avec le Lightning puis ta percée au hockey professionnel? Alors, j'ai réalisé ça plus tard. Je me souviens, lorsque je suis allée à Tampa Bay, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais aucune idée que j'aurais tellement d'attention lorsque je suis allée là. Moi, lorsque j'étais plus jeune, il y a souvent des entraîneurs, des personnes qui me disaient non parce que j'étais une fille. J'étais assez forte pour jouer à un certain niveau, mais ils ne voulaient pas avoir une fille. Donc, cette fois-là, lorsque j'ai été invitée à un camp de la Ligue nationale, pour moi, j'ai dit, c'est une chance que j'ai eue. Il y a tellement de fois, les gens m'ont dit non, là, je vais prendre l'opportunité. Puis je pensais pas à ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va arriver. Je me souviens d'avoir été invitée à David Letterman, puis je savais même pas c'était qui David Letterman. Nat Québec, j'avais seulement la télévision française, je n'avais aucune idée il était qui. Puis moi, je suis allée là, puis tout le monde était tout impressionné. C'est probablement après 10 ans, lorsque j'ai resté aux États-Unis, puis je voyais le monde qui allait à son show, je disais, wow, j'étais là. Wow, ben c'est... C'était quelque chose de gros que j'ai fait. Ben c'est quelque chose de gros. On peut voir ton livre en arrière de toi. Il y a un film qui s'en vient aussi sur ta carrière, je crois. Est-ce que, pour ce film-là, il a été ralenti, je crois, à cause de la COVID, si j'ai bien eu mes informations. Est-ce que tu as eu le goût de peut-être... est-ce qu'ils t'ont demandé de toi jouer toi-même ta vie ou tu n'étais pas intéressé? Oh non, ça, j'aurais pas été intéressée. Puis c'est différent d'être une actrice puis de jouer au hockey. Mais c'est un projet, c'est là 4 ans, Angie Bellero qui a écrit justement le livre d'enfant. Elle m'avait contactée, puis son prochain projet, elle voulait faire un film avec
une femme qui serait le rôle principal dans le sport. Puis il y a quelqu'un qui lui avait parlé de toutes les filles qui jouaient là, dans la Ligue nationale. Puis elle s'était dit, si je trouve la première, ça serait le fun de faire un film sur elle. Puis là, elle a réalisé qu'il y avait seulement qu'une personne. Donc, elle était encore plus contente. Puis elle m'a contactée. Puis c'est comme ça que le projet a commencé. Mais avec COVID, présentement, là, il y a comme faut attendre parce que les budgets, faut qu'il augmente de tellement de pourcentage si tu veux essayer de tourner durant COVID. Ah ouais. Et pour revenir un petit peu à ta carrière, moi, je me demandais, c'est certain que il y a eu des embûches et des moments où ça a été plus dur que l'autre. Quels ont été tes plus grands obstacles, tu dirais, durant ta carrière? Bien, je pense qu'un des plus grands obstacles, c'est que quand j'avais l'âge Pee-Wee, j'étais au camp d'entraînement du Pee-Wee 2A. Mon père m'avait jamais dit, lorsque j'étais plus jeune, qu'il voulait pas de filles. Moi, je voulais aller au camp d'entraînement. Il m'envoyait pareil. Puis j'arrivais au camp, je me faisais couper. J'étais déçue. Mais le lendemain, je demandais à mon père d'aller dehors parce qu'il y avait toujours une patinoire chez nous à l'extérieur. Puis de pratiquer avec moi. Moi, j'ai jamais eu d'entraîneur de gardien de but. Donc, mon père, c'était lui qui me lançait les rondelles. C'était pas un gardien de but non plus. Fait que j'apprenais de moi-même. Mais à chaque année, je retournais au camp d'entraînement. Il savait encore qu'il me prendrait pas, mais il m'envoyait pareil. Il m'aimait, mon père, là. Mais il savait qu'à toutes les fois que je me faisais couper, que je travaillais encore plus fort. Puis lorsque je suis arrivée Bantam, finalement, j'avais un entraîneur que lui, il avait dit à mon père, je vais prendre les 2 meilleurs gardiens de but. Pas seulement que j'ai fait l'équipe, mais le fait que j'avais pas fait l'équipe pendant 3 ans de temps, puis que j'avais travaillé très fort pendant 3 ans de temps. J'ai fait l'équipe, j'ai joué beaucoup des parties importantes au niveau Bantam 2A pendant 2 ans de temps. Puis après ça, tous les gardiens Bantam 2A étaient invités au midget 3A, excepté moi. Fait que c'est évident qu'à cet âge-là, j'étais un petit peu plus vieille, puis je réalisais que, bon, peut-être que ma chance au côté du hockey masculin est terminée s'ils veulent pas que j'aille au camp d'entraînement. Puis j'ai dû prendre une direction différente. Puis on voit souvent ça aujourd'hui dans la Ligue nationale. Il y a des joueurs qui prennent des directions différentes pour se rendre dans la Ligue nationale. Puis c'est ce que j'ai fait. J'aimerais savoir, avant qu'on rentre un peu en profondeur, comment tu as jonglé entre le programme national, l'équipe canadienne, puis ton côté professionnel. Tu as joué en 94-95 à Vegas. Est-ce que dans le milieu des années 90, tu peux voir le potentiel de la ville de Vegas pour un marché de hockey? C'était comment jouer à Vegas professionnellement dans ces années-là? C'était vraiment spécial. Puis c'était l'année du lockout. Fait qu'on avait des joueurs comme Radek Bank puis Alexei Ashen qui étaient dans notre équipe. Puis je me souviens, moi, j'étais le 3e gardien de but. Donc, à la fin de pratique, lorsqu'ils restaient sur la glace, j'étais avec eux autres sur la glace. Puis c'était juste différent. Ma première partie que j'ai jouée, dans les casinos, tu pouvais essayer de gambler combien de buts qu'elle va accorder, c'est quand son premier but va être accordé. Je ne pouvais pas croire toutes les choses que les gens pouvaient gambler sur moi à jouer au hockey. Puis je me souviens, parce que j'étais une fille, je restais toute seule. Je voulais pas rester dans un appartement, ça me faisait un peu peur, Vegas. Donc, je restais à l'hôtel où on avait notre aréna de pratique. Fait qu'à tous les jours, je rentrais à l'hôtel, puis j'entendais toutes les machines, puis le bruit de casino. Oui! Ah non! C'était mon année à Las Vegas. Voyons donc. Puis, à travers toutes ces expériences-là, tu as voyagé beaucoup, tu as joué dans différentes équipes, on regarde tes statistiques et tout ça, tu as été un gardien de substitut la plupart des années. As-tu un conseil pour Jake Allen qui s'en vient avec le Montréal, avec le Canadien de Montréal, pour être un bon gardien de substitut? Bien, il n'y a pas de conseil pour un bon gardien de substitut. Je pense que c'est à toutes les fois qu'ils te demandent de jouer, il faut que tu sois prêt à jouer. Puis la façon que je regardais les choses, c'est que moi, je me préparais pour jouer, pour pouvoir jouer une autre partie. Puis c'était un petit peu plus difficile en étant une fille, parce que même si je gagnais une partie, souvent, je voyais pas une autre partie avant 3 semaines, 1 mois. Donc, il fallait que mentalement, je sois forte mentalement. Puis c'était vraiment ma force. Quand j'étais allée à Tampa Bay, j'avais pas la même expérience que tous les gardiens qui étaient là. Puis le fait que j'ai performé dans notre mini-tournoi pour avoir une game hors concours, c'était vraiment à cause de mon aspect mental. Là. J'étais capable de me préparer puis de bien jouer. C'était pas physiquement de mon côté. Mais j'aimerais savoir, parce que tu parles de gardien substitut au niveau professionnel, puis mentalement, mais après ça, tu partais et tu allais t'entraîner avec l'équipe nationale, l'équipe canadienne, et là, c'était les championnats du monde. Là, tu étais la gardienne partante, tu avais un gros rôle. Tu as été nommé sur l'équipe d'étoiles sur 2 de ces championnats-là. Aux Olympiques, la meilleure moyenne.
Quand tu arrivais avec cette équipe-là, c'était quoi la différence une fois que tu rentrais dans la chambre? Puis ça représentait quoi prendre ce chandail-là là, avec la feuille d'érable puis te mettre ça sur le dos? Ah, c'était extraordinaire. Jouer pour l'équipe nationale, là, c'était une expérience que je vais toujours me souvenir. Aller aux Olympiques, c'est une belle expérience autant que ma partie avec Tampa Bay. Mais pour moi, c'était différent parce que là, j'avais un rôle différent, mais la pression était la même. Parce que lorsque j'allais jouer avec les gars, bon, j'avais l'impression que j'étais la seule fille. Tout le monde me regardait. Fallait que je fasse pas d'erreur. Tout le monde en parlait. J'en faisais la journée d'après. Puis lorsque je revenais avec les filles, j'étais la fille qui est allée au camp de Tampa Bay, qui a joué professionnel. Fait qu'on s'attendait que je sois parfaite avec les filles aussi. Donc la pression, je l'avais des deux bords, mais c'était un petit peu différent. Ah, et là, ce que je retiens de tout ça, c'est l'aspect mental. Tu l'as dit, tu arrives à Tampa Bay. Là, il faut que tu sois la meilleure aussi avec l'équipe Canada. C'est beaucoup de pression. Tu dis que tu as remporté un match hors concours parce que, justement, tu étais peut-être plus forte mentalement que les autres. Où as-tu trouvé cette force-là? C'est venu de où? Et comment tu as fait pour vaincre ces épreuves-là? Mais moi, je pense que c'est d'avoir passé à travers toutes les choses que j'ai passées à travers lorsque j'étais jeune. Je me souviens, ça a commencé lorsque mes frères, je jouais avec mes frères au hockey à la maison parce qu'il n'y avait pas de filles à l'aréna. À toutes les fois qu'ils voulaient aller pratiquer leur lancer, ils me demandaient de m'habiller en gardien de but. Puis ils m'utilisaient comme un target dans les buts, puis ils chutaient la poque sur moi. Puis je me souviens, mon père, un soir, il parlait à ma mère au souper, puis il avait dit on s'en va en tournoi en fin de semaine. Il n'y a pas de jeune qui a montré d'intérêt de jouer gardien de but. Je vais être obligée de choisir un joueur. Puis j'ai regardé mon père, j'ai dit pourquoi pas moi? Je le fais toujours avec mes frères ici. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis je me souviens, mon père m'avait amené dans la cave chez nous. Puis il m'avait habillé en gardien de but. Il dit avant ta première pratique, on va pratiquer à tous les soirs. Puis un des premiers lancers que j'ai eu sur l'épaule, ça m'a fait mal. Puis là, j'ai tombé à terre. Puis j'ai dit à mon père, « Oh, ça fait mal. » Mon père me regarde et dit, « T'as besoin de te préparer parce qu'il dit, si tu veux jouer au hockey, des fois, ça va faire mal. Si tu as le goût de faire du macramé, tu vas être correct, tu n'auras pas mal. Si tu veux jouer au hockey, ça va arriver. » C'était à ce point-là, c'est vraiment là que j'ai réalisé que si je voulais faire ça, que je voulais aller jouer avec les gars, qu'il va falloir que je sois tough. Puis après ça, de me faire couper d'une équipe, puis de me relever le lendemain, puis de vouloir faire l'équipe après, c'est vraiment là que je pense mon côté mentalement que je suis devenue de plus en plus forte. Puis je pense que c'est dû aussi à mon père. Il n'a pas eu peur de me placer dans des situations qu'il savait que ça ne marcherait pas. Souvent, comme parents, je suis certaine que vous vivez ça aussi au hockey mineur au Québec, on ne veut pas que nos enfants soient coupés d'une équipe. On veut qu'ils soient sur la première ligne. On ne veut pas qu'ils vivent des situations difficiles, puis ça parle au coach, ça change d'équipe. Puis moi, je dis que ça nuit plus les jeunes en faisant ça que les laisser aller, puis laisser vivre des situations difficiles. Puis c'est ça qui m'a aidée. Oui. Hey, enfin! De l'adversité, c'est un outil en or pour apprendre. Puis dans tout ça, Manon, dans ton parcours, tu as appris à bloquer. Tu as appris à rentrer un peu dans ta bulle. On fait juste parler de bulle présentement, mais rentrer dans ta bulle parce que c'est sûr qu'il y avait des commentaires, c'est sûr qu'il y avait des critiques, c'est sûr qu'il y avait de la pression. Puis tu réussis à bloquer tout ça pour faire ton chemin. Est-ce que c'était quelque chose... T'étais-tu un gardien? Parce qu'on a connu quelques gardiens. Est-ce que tu étais quelqu'un, justement un gardien, une gardienne qui avait besoin d'être dans sa bulle, besoin d'être seule, puis jouer là? Ou c'était quelque chose qui se faisait assez naturellement, de juste, comme de l'eau sur le dos d'un canard, c'est pas grave, passer à d'autres choses, puis de rester toi-même là-dedans? Ah non, moi, la journée d'une partie, j'étais dans ma bulle. Puis ça a commencé très jeune, je me souviens. Je pense que c'était ma première partie au tournoi Pee-Wee de Québec. J'étais tellement nerveuse la veille. Puis là, je m'étais dit, je vais aller me coucher. Puis en me couchant, je vais penser à toutes les choses qu'il faut que je fasse bien dans ma tête. Puis j'ai totalement appris ça de moi-même. Puis là, je me voyais essayer de faire des arrêts, puis de gagner la partie. Puis je me sentais bien. Puis le lendemain, quand je suis arrivée à l'aréna, c'était incroyable de savoir la confiance que j'avais parce que je m'étais vue le soir d'avant dans ma tête que je faisais tous ces bons arrêts-là. Puis là, j'ai réalisé que ça avait bien été. Puis c'est là que j'ai compris que me préparer mentalement, c'était important. Mais je savais pas que c'était quelque chose d'important à faire. Moi, c'était juste un petit truc que j'avais fait de moi-même. Puis à tous les soirs, avant une partie, ça a été mon rituel, que ce soit lorsque je suis allée à Tampa Bay, quand je suis allée aux Olympiques.
Puis c'était la façon de me dire, tu as tout fait pour te préparer, va sur la glace puis va t'amuser. Puis c'est comme ça que je me préparais. Puis je pense que c'était le côté mental qui m'a aidée, là, c'est que je l'ai développé très jeune. Puis je l'ai trouvé moi-même, là, une façon là, de contrôler mes nerfs là, avant une partie. Et pour moi, ce qui est important, tu l'as trouvé toi-même. Donc, c'est certain que ça s'est imprégné en toi. C'est facile parfois aller trouver des livres et de lire et de prendre un peu ce qu'on veut, mais quand tu le trouves toi-même, je pense que ça reste. Et pour ça, les jeunes à la maison, là, visualisation avant de se coucher, avant de regarder, pendant qu'on se couche, là, on s'en va jouer un gros match. Il faut se voir faire les actions et c'est exactement ce que tu discutes. Pour moi, maintenant, ton fils, un de tes deux fils, est gardien de but aussi, Dylan Saint-Cyr, qui joue maintenant à l'Université de Notre-Dame. C'est sa 4e saison. Est-ce que c'est lui qui est devenu automatiquement gardien de but? Est-ce que tu l'as encouragé à devenir gardien de but? Ou c'est lui qui t'a forcé à vouloir devenir gardien de but? Bien, quand il était jeune, puis il avait commencé à jouer, je me souviens, je travaillais juste à ma mission hockey, puis il m'avait fait une petite équipement de gardien de but. Je pense qu'il avait 3-4 ans, puis il aimait ça juste mettre les pads à la maison. Mais lorsqu'il a commencé à jouer sur la patinoire, lorsque tu jouais en joueur, il fallait que tu sortes après une minute, t'assires sur le banc, retourner sur la glace. Il aimait pas ça, s'assire sur le banc. Fait qu'il m'a demandé, il dit, pourquoi qu'un gardien reste sur la glace toute la game? Je peux-tu juste être gardien comme ça? Je pourrais pas, je vais rester sur la glace toute la partie. Puis c'est comme ça qu'il a commencé. Puis il a continué à jouer joueur et gardien jusqu'au temps que je pense qu'il était à Tome deuxième année, lorsque le 3 a commencé, puis il fallait qu'il prenne une décision. Puis c'est là qu'il a pris la décision de jouer gardien de but. Maintenant que tu as vécu les deux, est-ce que c'est plus stressant être devant les filets d'un match de la Ligue nationale ou d'un match de la médaille olympique ou d'être assis dans les estrades et regarder ton garçon est dans le filet? J'ai tellement de respect pour ma mère, je te le dis. Je me souviens, la première finale que mon gars a eue, c'était une finale, c'était le State Playoff ici au Michigan, puis c'est Dylan qui jouait, puis je m'étais levée le matin, puis j'avais des papillons dans l'estomac. J'ai pris le téléphone, j'appelle ma mère, j'ai dit, j'ai une question à te poser. Je sais pas si je suis normale, mais Dylan, il y a une grosse game aujourd'hui, c'est lui qui gagne la finale. J'ai des papillons dans l'estomac. Ma mère a dit, c'est à ton tour de payer. Puis je savais, puis je peux pas croire qu'elle a vécu ça. Pas seulement que j'étais un gardien de but, mais j'étais la seule fille. C'est tellement stressant d'être la mère d'un gardien de but. Puis lorsque mon deuxième fils, il faisait les deux, lui aussi, joueur et gardien de but, puis que je choisis joueur, j'étais tellement heureuse. Oui, je pense que c'est moins de pression être joueur que gardien de but, ça c'est sûr. Et tu parlais tantôt que ton père, il te lançait dessus, puis tout ça, il donnait des conseils. Moi, quand je suis arrivé puis que mon fils a commencé à jouer au hockey à 6 ans, puis s'il veut être dans un but, c'est bien beau. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais les rondelles oranges, là, les petites pocs oranges, et je les mettais dans le freezer. Oui, je les mettais dans le freezer pour qu'ils soient bien gelés. Puis là, après ça, je lançais dessus pour faire sûr de se faire très, très mal. Comme ça, il ne voulait pas devenir gardien de but parce que je pense pas que je serais capable de faire comme tu fais puis de voir mon fils arriver à jouer dans les buts. Mais parlons un petit peu par où ton fils Dylan est passé. Le NTDP Programme des États-Unis, ce qui est un programme que la saison dernière, on regarde la première ronde de la Ligue nationale. Il y a eu plein de joueurs qui sont sortis de là. On parle de Jack Hughes, Cole Caulfield, qu'on a vu évoluer hier soir avec l'équipe des World Juniors américaines. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce programme-là américain qui regroupe les moins 18 ans et les moins 17 ans, les meilleurs au pays? Oui, l'idée du programme a commencé parce que la Ligue nationale voulait avoir plus de joueurs nés aux États-Unis américains dans la Ligue nationale, surtout repêchés en première, deuxième ronde. Donc, ils ont commencé le programme NTDP pour cette raison-là. Puis ça a bien marché parce que tu le vois comment il y a des joueurs en première ronde à chaque année. Mais les jeunes commencent à se faire évaluer à l'âge de 14 ans et moins. Il y a un groupe d'évaluateurs, puis lorsque leur saison est terminée, ils passent les noms au prochain groupe d'évaluateurs qui évalue les jeunes à l'âge de 15 ans. Puis à la fin de l'année de l'âge de 15 ans, ils prennent les 40 meilleurs joueurs, ils les amènent à un camp d'entraînement, puis ils choisissent l'équipe de 17 ans et moins. C'est un programme de 2 ans, donc tu es là pour les 17 ans et 18 ans et moins. Puis ça permet aux jeunes joueurs de 16 ans, au lieu d'aller jouer aux juniors majeurs, puis d'être assis sur le banc parce que tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de glace, tous les meilleurs joueurs, ils jouent tous ensemble.
Les 17 ans et moins, les 18 ans et moins se partagent une saison dans la USHL, qui est une ligue junior ici aux États-Unis. Lorsqu'ils ont 17 ans, ils jouent contre des joueurs beaucoup plus vieux qu'eux autres, mais sont très talentueux. Ils perdent beaucoup de games leur année de 17 ans, donc c'est très dur mentalement. Puis lorsqu'ils deviennent l'âge de 18 ans, ils gagnent toutes leurs parties presque à cet âge-là. C'est incroyable de voir. Puis à l'âge de 18 ans, ils rajoutent aussi des parties contre des équipes au niveau collégial. Donc, ça les prépare justement à jouer contre des joueurs beaucoup plus vieux, beaucoup plus forts qu'eux autres. Puis, durant ces 2 saisons-là, ils ont aussi 3 tournois internationaux lorsque tu représentes ton équipe, justement, les États-Unis. C'est pour ça aussi que tu vois l'équipe des États-Unis avoir du succès au niveau du championnat junior, parce qu'ils ont plusieurs pratiques de tournois internationaux. Là. Vraiment, là, si un joueur a participé au programme de développement, ils ont 6 compétitions internationales avant d'aller au championnat du monde junior. Ah, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, ils réussissent à travailler ensemble, à avoir cette cohésion-là. Mais ça représente quoi? Parce que ce programme-là de développement, c'est pour le pays en entier. Tu as des joueurs qui viennent de partout. Est-ce que ces joueurs-là déménagent pour 2 ans? Ça inclut l'école, ça inclut tous les entraînements? Est-ce qu'il y a du va-et-vient? Parce que je sais que ton garçon, quand il a fait partie du programme, c'était pas trop loin de la maison. Donc, pour lui, c'était de rester chez lui. Mais il y en a qui partaient très loin. Oui, donc il y a des familles d'accueil qui prennent des jeunes. Il y a même des familles qui déménagent pendant 2 ans, ou la mère ou le père déménage pendant 2 ans pour rester avec leurs jeunes. C'est un programme qui est très difficile. C'est pas pour tout le monde. Il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Si tu vas pas bien à l'école, tu peux pas faire partie du programme. Faut que tu sois mordu du hockey. Tu t'entraînes tellement fort sur la glace, hors glace. Puis sur la glace, tu pratiques à tous les jours contre les meilleurs joueurs de ton âge à travers les États-Unis. Donc, c'est très dur, les pratiques sur la glace, hors glace. Moi, je me souviens, mon gars, il y avait un certain nombre de calories qu'il fallait qu'il mange par jour parce que il dépensait tellement d'énergie. Je cuisinais tellement de repas à tous les jours. L'épicerie était extrême à toutes les semaines. Il était dans le lit à 8-9 heures. Quand tu as 16-17 ans puis tu te couches à 8-9 heures à tous les soirs, tu le sais que ton entraînement est très difficile, mais les choses qu'il a appris durant ces 2 années-là, c'est des leçons extraordinaires pour se préparer pour ce qu'il va vivre. Puis maintenant, il joue au niveau collégial, puis il a passé à travers différentes situations difficiles. Puis ce qu'il a appris justement avec l'équipe nationale l'a aidé beaucoup. Oui, parce qu'on compare ça un petit peu à une équipe d'étoiles américaine, en fait. C'est vraiment les meilleurs joueurs. C'est comme si on regroupait tous les meilleurs joueurs du Canada qui jouaient ensemble, qui pratiquaient ensemble. Donc, c'est certain que ça pousse les joueurs vers le haut parce que tu compétitionnes avec les meilleurs. Et ma question est, admettons là, que tu mettes justement tous ces joueurs-là ensemble toujours et que tu vas jouer contre des équipes de USHL, tout ça, ça me fait penser parfois à vraiment une équipe d'étoiles qui joue contre des équipes normales. Donc, dans la saison, ils vont avoir leur grosse compétition dans les tournois internationaux, ça, ou si c'est l'équipe des moins de 18 ans, ils vont jouer contre les équipes collégiales. Là, c'est de la bonne compétition. Mais on peut voir des fois, pendant la saison, des scores de 13 à quelque chose quand ils vont jouer en USHL. Pour ça, là, le développement du joueur de 2 ou 3e ligne, comment ça se fait? Comment ça se transmet un petit peu à leur arrivée dans la Ligue nationale pour ces jeunes-là? Mais une des choses qui arrive justement quand tu joues sur cette équipe-là, c'est que tous ces joueurs-là, dans leur équipe, quand ils ont joué au hockey mineur, c'était les meilleurs joueurs. Ils étaient sur la première ligne, ils étaient sur le premier power play, il y avait de la glace beaucoup. Tu mets tous ces joueurs-là ensemble, là, tu peux pas avoir 9 ou 12 joueurs d'avant qui sont sur la première ligne. Faut que tu apprennes justement à te battre pour être sur la première ligne, pour avoir le temps sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique. Puis c'est ce qui va arriver dans la Ligue nationale. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, tout le monde est bon. Toutes les parties que tu joues pour être dans le line-up, à moins que tu sois Sidney Crosby ou les joueurs de franchise comme ça. Mais je regarde mon frère qui a joué une nationale pendant des années, puis c'était ça, à toutes les parties, c'était important pour être capable de jouer une autre partie, de bien performer. Donc, tu apprends beaucoup, ça te prépare justement pour jouer dans la Ligue nationale. Puis, dans la USHL, lorsque tu es dans les 17 ans et moins, tu gagnes pas beaucoup de parties. Au contraire, des fois, tu perds par des gros scores. Lorsque tu vois que les États-Unis gagnent des parties avec des gros scores, c'est l'équipe de 18 ans et moins parce qu'ils partagent la saison entre les 2 équipes. Puis c'est incroyable de voir le changement après 1 an lorsque tous ces joueurs-là s'entraînent ensemble. Ils ont un niveau d'entraînement totalement différent des équipes de la USHL, puis tu vois là, comment ils performent l'année suivante.
Présentement, tu t'es occupé de ce programme-là féminin. Tu es en train de te changer un peu, on en parlait en début d'entrevue. À quel point tu as changé ça? À quel point tu es en train d'amener une nouvelle culture? Tu as vu tes jeunes à partir de moins de 12 ans, là, tu sont rendus à moins de 16 ans, tu les vois se développer. Est-ce que tu es en train de développer une piqûre pour ça, pour ce développement-là? Est-ce que toi, personnellement, tu vas aller faire d'autres projets du genre? Est-ce que tu veux monter dans le hockey ou tu es très bien là puis continuer à établir cette culture? Bien, pour l'instant, je suis bien occupée. J'ai encore 2 enfants qui jouent, que j'aime être capable d'aller voir jouer. Si tu veux, n'importe qui veut aller coacher dans le côté universitaire ou quelque chose comme ça devient là, à temps plein, que tu peux pas rien manquer, il faut que tu sois là tout le temps. Puis moi, pendant des années, j'ai dit non à plusieurs projets parce que j'avais 2 enfants, je voulais être là pour eux autres. Mes parents, ils ont jamais manqué une partie, ils ont voyagé partout avec nous autres, ils étaient là pour nous autres, puis je veux faire la même chose avec mes garçons. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui me permet de faire les deux, d'être là pour mes enfants, puis de continuer avec ma passion du hockey. Puis la raison que j'aime coacher, c'est vraiment le fait que le hockey m'a apporté tellement de belles leçons de la vie, d'avoir la chance de partager ça avec des jeunes filles, les aider. Comme je regarde une fille comme Kendall Coyne que j'ai coachée lorsqu'elle avait 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Pas seulement qu'elle joue sur l'équipe nationale des États-Unis, c'est le capitaine, gagner des médailles d'or aux Olympiques. Elle va travailler avec les Chicago Blackhawks, être à la TV. Être à la TV, il y a 2 semaines, faire la partie de mon garçon. On s'est vu justement à Notre-Dame lorsque mon gars y a joué. C'est incroyable de voir que lorsqu'elle avait 12 ans, j'ai fait partie de son développement, puis de voir où elle s'est rendue. Puis moi, je me souviens, quand elle a joué pour moi, je me suis dit, cette jeune fille-là, elle va se rendre loin dans la vie. C'est le fun de voir ça. Wow! On arrive, là, c'est du bonbon que tu nous donnes. Là. Le temps passe tellement vite, mais en général, c'est un pas de recul quand on parle du sport en général, parce que dans la société, il y a plus de 3/4 des jeunes adolescents, préadolescents, qui abandonnent le sport à 12-13 ans, qui vont abandonner le sport. Pour un garçon qui abandonne, il y a 2 filles qui vont abandonner le sport. Parle-moi de l'importance de rester dans un sport, d'être active pour ces jeunes filles-là que tu vois, t'es côtoies. Mais quand on parle de la vie en général, les parents d'adolescentes ou les jeunes filles qui peuvent t'écouter parler, l'importance que le sport a eu pour toi. C'est très important. Tu apprends tellement de bonnes leçons de la vie, justement, d'avoir de l'adversité dans ta vie, comment dealer avec ça. Aussi, travailler en équipe, être un leader, passer à travers des choses en équipe, perdre, gagner. Des fois, l'entraîneur ne te choisit pas pour une certaine situation. C'est la même chose que tu vas vivre le reste de tes jours. Lorsque tu vas avoir un travail, tu ne seras peut-être pas la personne qui va avoir la promotion à la fin de l'année, puis peut-être que tu penses que tu devrais l'avoir, puis tu ne l'as pas eu, qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. C'est des choses comme ça que tu vas vivre. Puis moi, j'ai appris tellement de choses que ça m'a aidé plus tard dans la vie, quand j'ai passé à travers différentes situations au niveau professionnel. Je savais comment être, comment agir, quoi faire. Puis je me laissais pas décourager par une certaine situation. Puis tu regardes aujourd'hui les femmes qui ont vraiment du succès au niveau professionnel. Souvent, ils ont joué universitaire, un sport universitaire, ou ils ont joué à un très haut calibre là, dans un sport d'équipe. Manon, pour terminer, j'ai une confidence à te faire. Tu étais ma carte préférée dans ma collection de cartes de joueurs de hockey. C'est toi qui avais la plus grosse case et c'est la vérité. J'ai essayé de la trouver pour justement aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. La première chose que je fais en retournant chez nous, c'est que je plug mes 2 petites filles devant Max et Bruno. Et j'écoute le balado avec eux parce que c'est inspirant ce que tu as fait vraiment. Donc, merci pour ton temps. Continue ce que tu fais, le beau développement pour les jeunes filles et pour tout le monde. Donc, merci pour ton temps. C'est très, très apprécié. Bien, merci beaucoup, Manon. Merci de m'avoir. Ah, hey, wow! Wow!